et parler d'un mot que vous connaissez bien, le protectionnisme. Vous avez évoqué Litz tout à l'heure. Renault, qui est une entreprise, constructeur automobile éminent, au sein duquel l'État a une participation de 15%, c'est le premier actionnaire. Si vous étiez au pouvoir, vous auriez à surveiller ce que fait Renault, justement en tant que, non pas propriétaire intégral, mais premier actionnaire. Or, Renault fait fabriquer ses Dacia électriques en Chine. C'est la voiture électrique la moins chère du marché, elle est à 17 000 € avant les bonus, c'est beaucoup plus bas que les autres. Si vous êtes au pouvoir, justement, en tant qu'actionnaire, est-ce que vous interdirez à Renault cette délocalisation? Je considère que les délocalisations ont été très excessives par les entreprises françaises, en particulier quand on compare aux entreprises allemandes qui ont délocalisé beaucoup aussi dans les pays de l'Est. Que vous citiez tout à l'heure, énormément en Chine. Et qui, au contraire, ont gardé quand même la dernière main, si j'ose dire, en Allemagne. Je pense que les Français, Renault, Peugeot, auraient pu faire la même chose. Mais il y a une différence. C'est qu'en vérité, il y a eu une espèce de pacte avec le diable entre les grandes entreprises françaises et les autorités publiques de l'État. C'est que les Français ont aggravé considérablement et ont alourdi considérablement le poids des impôts, des charges sociales, parce qu'on a un système social complètement dispendieux, hyper généreux. On y verra. Bon, très bien. Donc, c'est pour ça aussi que les entreprises françaises sont parties à l'étranger pour échapper... Vous ne voulez pas me répondre, vous interdisez ou pas? Non, on ne va pas interdire. D'abord, on est le premier actionnaire. Oui. On n'est pas principal actionnaire. On ne peut pas interdire comme ça. Principal. Regardez ce qui s'est passé avec Bruno Le Maire qui a interdit la fusion de Renault avec Fiat. Oui. Je remarque que c'est une fusion. Ce n'est pas une délocalisation. Et puis, je répète, effectivement, là vous avez raison, c'est qu'on devra faire pression sur les grandes entreprises pour qu'ils rapatrient des usines en France, mais pour cela, il faut effectivement alléger les charges, etc. Il faut qu'elles soient compétitives. Vous savez très bien qu'on a aujourd'hui un poids de charge qui est beaucoup plus élevé. On a des prélèvements obligatoires à 47%, les Allemands en ont à 41%. Donc il faut faire un effort d'abord, et après on se retourne vers les entreprises, on leur dit voilà, vous pouvez revenir dans un espace à peu près compétitif. Est-ce que vous êtes en faveur de la taxation des produits qui viennent de Chine? J'ai en tête évidemment l'exemple de Trump qui a augmenté les taxes de 20%. Ça veut dire qu'un smartphone comme celui-ci, qui vaut 600 € neuf, eh bien, il passe à 750. Donc c'est une augmentation de prix très importante. Et pour autant, aux États-Unis, ça n'a pas diminué de façon substantielle les importations chinoises. Au contraire. Alors quel est le bon outil pour protéger l'industrie française? La question ne se pose pas vraiment, puisque malheureusement, je dis bien malheureusement, nous avons donné les négociations commerciales à l'Europe. Donc vous respectez cette règle-là. Mais attendez. Elle sera intégrée dans l'Europe, respectant les règles de l'Europe. En tout cas, pour l'instant, vous êtes d'accord. Tout à fait. Bon. Et d'ailleurs, c'est une grave erreur de nos dirigeants passés, parce qu'on nous dit à plusieurs, on est plus fort, vous connaissez le fameux slogan, sauf qu'on est plus fort quand on est tous d'accord. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on sacrifie dans les négociations commerciales l'agriculture française, voire l'industrie française, à l'industrie allemande qui est la plus puissante. On m'a raconté que, vous savez, au temps de Nicolas Sarkozy, M. Barroso, qui était... Président de la Commission. Exactement. Avait dit à Nicolas Sarkozy, qui essayait de défendre les agriculteurs français dans les négociations commerciales, il avait dit tu vas quand même pas sacrifier l'industrie automobile allemande pour quelques poulets. C'est ça l'état d'esprit dans la Commission. Donc vous voyez, et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, suspendre tous les accords de libre-échange. Ne plus en signer, déjà. Ne pas suivre comme M. Macron qui suit. C'est ce qui se passe. C'est le cas aujourd'hui. Déjà, de ce point de vue, vous êtes d'accord avec Macron parce que... c'est d'accord, c'est Macron qui est d'accord avec moi parce que comme libre-échangiste, il se pose là. Et là, il a enfin compris, vous savez, j'ai l'habitude de dire que son quinquennat à l'Élysée, c'est son stage ENA. Il apprend la France, les Français, donc il comprend des choses. Donc, si vous voulez... il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, Alors, on peut réfléchir, on peut engager une négociation pour essayer de reprendre la négociation commerciale. Après tout, c'est une compétence qu'on peut la reprendre. On peut voir s'il y a des pays alliés, parce qu'on n'est pas tout seul, on ne fait pas la loi. Bon. Deuxièmement, on peut aussi essayer d'imposer la fameuse taxe carbone, qui est une forme de protectionnisme. On en discute. Et je sais bien. Mais sauf que les Allemands ne veulent pas. Vous y êtes favorable, vous y êtes favorable? Moi, j'y suis très favorable.
Et moi, je pense que ça a été une erreur funeste de faire rentrer la Chine dans l'OMC en 2001. Donc évidemment que j'y suis favorable. Tout ce qui peut protéger contre la Chine, aujourd'hui, ça a été une catastrophe faite par nos dirigeants passés. L'Europe l'envisage aujourd'hui, et vous êtes encore une fois d'accord avec Emmanuel Macron, puisqu'il va le proposer lors de sa présidence. C'est normal, puisque tout ce que nos dirigeants disent aujourd'hui, ils disaient le contraire il y a 10 ans. Et quand les gens comme moi, et comme vous d'ailleurs François, l'anglais, puisque j'ai lu vos livres, disiez cela et disaient il faut se protéger, on nous traitait de clowns. Ben voilà, les clowns, maintenant on sait qui c'est. On va évoluer encore, avancer, et parler des retraites. Est-ce que vous êtes pour ou contre le report de l'âge légal de la retraite qui est fixé aujourd'hui à 62 ans? Et si oui, jusqu'à quel âge? Oui, je suis favorable au report de l'âge de la retraite. De l'âge légal? De l'âge légal. Et à quelle hauteur le situeriez-vous? Je pense on peut évaluer 64 ans en 2030, quoi. Progressivement. 3 mois, voilà, progressivement. Bon. Est-ce que vous êtes aussi en faveur de la suppression des régimes spéciaux de retraite? Je pense qu'effectivement, il faut aller vers un alignement. Mais c'est assez banal, ça. Les Un alignement entre le privé et le public, en voyant, évidemment, on va pas tout mettre comme ça, mais on peut donner une direction. Mais 64 ans et suppression des régimes spéciaux, là, vous êtes d'accord avec Édouard Philippe, hein? Bien sûr. C'est la ligne des Républicains. C'est la ligne des Républicains. Mais Édouard Philippe n'a pas forcément tort. Oui. Je suis en désaccord sur d'autres sujets avec Édouard Philippe, mais là-dessus, je pense, si vous voulez, on voit bien que nos dépenses de retraite nous coûtent très cher. 14% du PIB, et si j'ai bien compris, 3% de plus que nos partenaires européens qui travaillent plus. Deuxièmement, il y a 67 ans en Allemagne. Deuxièmement, ce qu'on a constaté, c'est que quand on décale l'âge de la retraite, en fait, on travaille plus et plus vieux. Parce que le problème, c'est qu'on peut retarder l'âge de la retraite, mais ce n'est pas pour que les retraités deviennent des chômeurs. Parce que si les patrons les virent à 55 ans, ça ne sert à rien. Donc il faut une mesure équilibrée. Il faut imposer aux entreprises un système de bonus-malus qui ne renvoie pas les gens de 55 ans, de 60 ans. D'ailleurs, on remarque que, et vous avez dû le remarquer aussi, que à partir du moment où on a décalé à 62 ans, l'âge moyen du travail a augmenté. On travaille plus. Oui. Et nous, on a un problème, vous le savez bien, qu'on manque d'activité. C'est-à-dire qu'en gros, les gens entre 15 et 64 ans travaillent moins en France, en masse évidemment, que les Anglais, que les Allemands, que les Américains. Est-ce que là-dessus, du coup, Marine Le Pen proposant la retraite à 60 ans et 40 annuités est totalement irréaliste, propose une solution qui n'est pas applicable? Vous savez, Marine Le Pen, elle raisonne en politicienne. C'est-à-dire qu'elle dit « je veux un marqueur de gauche ». Et donc, elle prend la retraite à 60 ans. Moi, je ne raisonne pas comme ça. Aujourd'hui, ça a été, si vous voulez, on a une espérance de vie en bonne santé plus longue à 65 ans que les gens l'avaient à 60 ans en 1981 quand elle a été appliquée. Donc, je pense que c'est raisonnable d'augmenter. En plus, je pense, moi, philosophiquement, que le travail, c'est la santé. Alors, évidemment, je sais bien que mon travail, notre travail, est beaucoup plus léger, si j'ose dire, qu'il y a des travailleurs durs. Vous diriez, du coup, vous êtes un peu libéral et souverainiste à la fois? C'est ça, qu'on essaye de comprendre peut-être votre logiciel? Oui, ça ne me gêne pas. Il faut effectivement, libéral, je ne sais pas ce que c'est, parce que ça a changé depuis le 19e siècle. Je ne parle pas sociologiquement, oui, voilà, et historiquement, non, etc. Mais en tout cas, l'économie de marché, nous sommes dans un grand marché. On ne va pas sortir du grand marché. C'est sans doute le seul avantage de l'Europe, c'est le grand marché. Donc, on ne va pas en sortir. Donc, il faut que les entreprises françaises soient compétitives. Or, depuis 40 ans, mais on va parler du système social, vous m'avez dit. On y vient. Alors, allez-y. Juste auparavant, vous l'avez dit en une incise, vous imposeriez des bonus-malus aux entreprises de façon à ce qu'elles emploient plus de seniors. Qu'elles ne virent pas déjà les seniors. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'un départ sur 2 à la retraite se fait à partir du chômage. Mais c'est ce que je vous dis. Oui. C'est ce que je vous dis. Si on allonge l'âge de la retraite pour en faire des chômeurs, c'est un scandale. Donc je vous dis, il ne faut pas que ça soit comme ça. On allonge l'âge de la retraite, mais ils ne deviennent pas des chômeurs. Donc on incite financièrement. Absolument. Les impôts et globalement les prélèvements obligatoires, comme on dit, qui représentent, vous le savez, 43,5 cette année, mais on n'est pas loin du record. Le record, c'était en 2017. Bon, c'est en gros 1000 milliards d'euros. C'est aussi un record mondial. Faut-il les baisser? Et si oui, de combien?
il faut essayer d'aller vers la moyenne des pays européens, nos concurrents directs. Donc l'Allemagne, c'est 41%, c'est ça? Oui, ils sont 10 points en dessous de nous. 10 points, 6 Oui. points, Non, 47, 10, 41. oui. Ah, la moyenne totale? Oui, Mais vous mettez les Anglais c'est la dedans? moyenne de l'OCDE, pardon, je me trompe. Peut-être la moyenne Non. européenne est un peu plus élevée. Voilà, vous avez c'est pour raison. ça. Bon, déjà, c'est beaucoup. Donc, il faut effectivement les baisser. Je pense, si vous voulez, que nous avons vécu depuis 30 ans, tout le monde dit nous sommes endettés, etc. Mais on ne dit jamais, vous savez bien qu'on a un endettement de 118% du PIB, et qu'en plus Emmanuel Macron jette ça comme des Smarties, donc si vous voulez, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Je vous interroge. J'ai compris. Non, mais juste sur la dette, il faut la rembourser? De toute façon, on la rembourse tous les jours, la dette. Hein. Il n'y a pas de débat? Vous ne faites pas partie de ceux qui disent c'est une dette qu'il faut récuser? Attendez, soyons pas hypocrites. La dette, on la rembourse tous les jours, vous savez très bien. On rembourse les intérêts, on rembourse les gens qui se présentent. ça vous paraît juste et nécessaire de le faire? C'est comme ça, oui. Là, Oui. Sinon, on nous prêtera D'accord. plus jamais. Voilà, c'est simple. Donc on respecte les engagements. Oui, on respecte toujours la parole de la France. Vous savez, c'était une catastrophe quand la Révolution a renoncé à payer la dette, vous vous souvenez, et qu'on a Ça fait a la été un fameuse désastre banqueroute des 2 économique. tiers. Oui. C'est-à-dire, on l'a payé très cher après. Bien sûr. Donc, oui, on rembourse la dette. Mais de toute façon, on la rembourse tous les jours, déjà, aujourd'hui. D'accord. Et on la rembourse pas cher, à 0%. Oui. En ce moment. Donc c'est En ce moment. intéressant, on peut continuer. Donc on peut continuer. Bon. Donc je disais, on s'endette. Et pourquoi on s'endette? On s'endette pour financer un État-providence complètement fou. C'est-à-dire qu'on a, vous savez bien, des dépenses sociales qui sont astronomiques, qui représentent 30% du PIB, c'est le record mondial. Et pourquoi on fait cela? Pour 3 raisons, d'après moi. La première, c'est parce que notre modèle social est ouvert aux 4 vents. Nous sommes le pays le plus généreux avec le monde entier. Nous soignons tout le monde. Et nous donnons des mêmes droits avec la fameuse AME à des clandestins L'aide qui ont plus médicale de d'État. droits. Merci, qui ont plus de droits que des gens. Donc notre système est beaucoup trop généreux. Deuxièmement, nous le gérons mal puisque le grand magistrat Charles Prats estime à la fraude fiscale à 50 milliards par an. Et troisièmement, nous en revenons à votre histoire de retraite et d'activité, nous avons un volant d'activité inférieur aux autres pays. Donc nous travaillons moins sur, je veux dire, la durée d'une quantité. vie. Donc il faut jouer sur ça. Et je pense donc qu'il faut réduire la voilure sociale, mais il ne faut pas la réduire en réduisant le modèle social des Français. Il faut absolument supprimer les allocations de solidarité aux étrangers. Vous savez que... C'est-à-dire que, je finis, c'est-à-dire que je précise simplement, il faut que la solidarité nationale redevienne nationale et que les allocations logement, les allocations familiales, le RSA soient réservés aux Français.